Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Et oui, le dernier. En fait, je pensais à la base terminer cette émission sur le numéro d'août, mais vu les résultats catastrophiques du numéro de juin, d'ailleurs des résultats même qui allaient vraiment décrescendo depuis la sortie du premier numéro, qui avait réussi à intéresser une cinquantaine de personnes. En fait, depuis ça que l'émission était en chute d'émission en émission, donc il était pour moi devenu évident que cette formule ne convenait pas non plus. La version individuelle n'avait pas marché, cette version plus compacte ne marche pas non plus. Donc ça sert à rien que je continue à vous imposer ça. Donc du coup j'ai dégagé l'émission d'août, comme ça permettra de libérer un créneau pour des Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, qui eux intéressent quand même un peu plus de monde visiblement. Et donc voilà, on termine donc sur un mois de juillet pour un mois de juillet était pas trop mal. Bon, comme d'habitude, hein, comme les vacances, ils ont tout foutu au début du mois, donc ça va, j'ai tout acheté la première semaine, mais ça m'a quand même occupé pendant tout le mois. Mais malgré tout aussi, j'en ai profité pour me mettre à jour dans certaines séries, enfin du moins commencer des nouvelles séries et me mettre à jour. Mais je vais rentrer dans les détails dans le point sur les sorties du mois. Alors pour commencer donc ce mois de juillet, on va commencer par une sortie un petit peu atypique, donc c'est du franco-belge, c'est Lux Quest. Alors ça en fait c'est un fan de nous, et puis aussi un petit peu de cette chaîne, donc qui est Mestre Tom, qui m'a proposé de m'envoyer cette BD qu'il avait fait, le dessinateur Nico. Donc comme je suis quelqu'un de curieux de nature, je lui ai dit bah oui pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours une occasion d'élargir son horizon. Donc voilà, il m'a envoyé ça. Alors c'est de l'auto-édité. En plus, ils m'ont fait une petite dédicace toute sympa dedans. Mon Dieu, on ne voit plus. Donc voilà, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Alors quand j'ai lu la BD, je dis que le style de Nico me disait quelque chose. Le problème, c'est qu'en allant sur le site, il y a une petite biographie, mais il rentre pas trop dans le détail de ce qu'il a produit. Apparemment, il a été un peu touche à tout. Notamment, il a travaillé dans de la pub, donc c'est peut-être là que j'ai pu voir sa patte. Donc là, en fait, l'histoire de Lux Quest, c'est on suit quatre gamins de l'enfer dans leur péripéties. Alors il y a deux histoires dans ce tome. La première histoire, en fait, suite à une grosse bêtise, les quatre héros sont envoyés en punition sur Terre dans une école catholique. Donc on les suit un peu qui essayent de survivre dans cet enfer tout personnel. Et le deuxième, c'est là, les quatre héros partent en expédition pour essayer de découvrir les origines d'un des quatre membres, qui est Hank, le fils de la mort. Mais donc il se souvient pas de la vie qu'il avait de son vivant. Il se souvient quand il est mort, il a été la mort, parce qu'apparemment dans cet univers, la mort, elle se renouvelle tous les ans. Et en fait, la mort, c'est le dernier mort de l'année qui devient pendant un an l'avatar de la mort. Mais donc du coup il se souvient quand lui il a été l'avatar de la mort, mais il se souvient pas de sa mort à lui. Donc en fait ils partent en expédition pour essayer de trouver le grand livre des morts, pour essayer de découvrir sa vie. Donc voilà, écoutez, c'est pas vraiment mon style de bande dessinée, donc j'avoue que on me l'aurait pas offert. Je pense très clairement que c'est sûr que je l'aurais pas lu. Maintenant voilà, ça reste agréable, il y a quelques blagues qui font mouche, il y a quelques petites références à notre monde actuel, notamment à les moments où ils sont à l'école, ils tombent sur trois gamins qui s'appellent Mark, Steve et Bill, qu'on découvre très clairement de qui sont ces trois zigotos. Donc c'est un peu rigolo, voilà, il y a quelques petites références comme ça, donc ça reste une lecture sympathique, mais donc voilà, c'est vrai que c'est de l'humour, c'est de l'humour, on va dire un petit peu engagé, voilà. Mais bon, j'avoue que voilà, ça fait plaisir de découvrir ça. Maintenant, c'est peut-être pas forcément un titre que je recommanderais. Voilà, désolé les gars, franchement, ça m'a fait plaisir. Mais donc voilà, c'est tellement pas ce que j'aime, ce que je lis,
que je suis pas le mieux passé pour en parler. Après, je sais pas combien ça coûte dans le commerce, ça coûte 15 euros, donc pour 80 pages, en grand format. L'édition en auto-édition est pas dégueulasse. Voilà, le papier est de qualité. Ce qu'on peut pas toujours dire dans des trucs un peu professionnels. Excusez-moi, je disparais parce que j'ai fait tomber un truc qui était dans le livre. Voilà, une petite carte de visite. Donc voilà, en tout cas, encore merci les gars. Ben voilà, c'est une curiosité franco-belge. Disons que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'auto-éditent pour donner vie à leur passion en dehors des sentiers battus de nos éditeurs qui malheureusement ont de plus en plus de difficultés à essayer de sortir des canons habituels, de faire dans l'original. Donc l'auto-édition ça sert à ça, donc ça fait plaisir de voir ce genre d'expérience. Voilà, donc ça c'était le franco-belge. Qui aura resté très anecdotique dans cette émission jusqu'à la fin. Donc maintenant on va passer au gros morceau du mois qui est le manga. Alors pour commencer avec le manga, on a Assassination Classroom, le tome 13. La série continue son petit bonhomme de chemin. Alors ça c'est un tome par contre qui est bien. Vraiment j'ai bien aimé. Il y a la fin de l'affrontement avec le dieu de la mort. Excusez-moi. Qui est vraiment bien prenant, et ensuite de ça on passe sur un arc qui est un peu centré sur Nagisa et surtout les relations conflictuelles avec sa mère. C'est vraiment bien trouvé, voilà, c'est comme je dirais que je disais, cette série globalement pour moi ça a toujours été ça a été vraiment un peu des montagnes russes quoi. Il y a certains arcs scénaristiques qui sont vraiment très prenants, très intéressants, d'autres qui sont un peu plus mous. Donc voilà, Assassin's Classroom, ça restera une série sympathique, mais certainement pas pour moi une série absolument culte. Il y a une autre série du Jump dont je vais vous parler un peu plus tard, qui à mon avis, elle, méritera beaucoup plus le coup d'œil. Ensuite, une autre série montagne russe, c'est Bleach, donc le tome 69. C'est absolument pas érotique. Donc là, c'est plus les préparatifs au combat final. C'est-à-dire que tout le monde se rassemble pour prendre d'assaut le Soul Palace où se sont réfugiés Iwak et ses derniers partisans. Donc c'est pas mal, c'est que là ça ramène certains personnages qu'on avait plus vu depuis un moment, ça ramène aussi d'autres qu'on avait plus vu depuis très très longtemps. Je vais pas trop vous spoiler qui revient, mais donc voilà, c'est sympa parce que ça ramène des persos. Maintenant, il faut voir comment ils vont être traités. Et malheureusement, ce tome-là, c'est peut-être le dernier intéressant puisque dans les scans qui suivent, bon, la série, ça y est, elle est quasiment finie. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a l'avant-dernier chapitre qui a été publié. Le dernier sortira dans 15 jours. Donc la série s'arrêtera au tome 75 à peu près. Et donc suite à cet épisode, à ce tome-là, voilà, c'est les combats finaux, les derniers affrontements contre les derniers Quincy. Et franchement, c'est pas bon du tout. C'est de la surenchère, comme il a toujours fait Kubo, c'est-à-dire te sortir des méchants ultra cheatés, on sait pas d'où, et puis finalement les rois arrivent à les battre, c'est même pas tout non plus. Voilà, donc franchement, tome 69 il est très bon en lui-même, mais c'est le dernier malheureusement va être très très bon. Après ça va être un peu comme Naruto, la descente aux enfers des derniers tomes pour dire bon allez maintenant je suis arrivé là, je veux savoir comment ça se finit. Mais franchement voilà, on n'est pas après ce tome-là, on n'arrive pas vraiment du tout dans la meilleure partie de la série. Ensuite, Ptoum aussi, qui continue son petit bonhomme de chemin. Ptoum, le tome 18. Donc on s'approche tout doucement de la fin. On a donc dans ce tome, déjà le premier chapitre, c'est la fin du story arc sur le passé de Nobutaka Oda. C'est Nobutaka, c'est ça? Je dis pas des conneries. Moi j'ai un doute. C'est ça. Nobutaka Oda, c'est bien lui. Et ensuite, donc on revient sur la suite de l'histoire. Donc là, on délaisse un petit peu l'île. Même s'il y a un affrontement qui se lance entre notre héros et le meilleur joueur mondial de Ptoum qui travaille pour le compte de Tyrannos. Il y a un affrontement qui se met en place, mais donc le gros des 3 autres chapitres, c'est sur Terre, entre guillemets, enfin dans le monde en dehors de l'île, quoi, avec le père adoptif de Shota et son frère, je crois, voilà, ceux qui journalistes, qui essayent de démasquer la conspiration derrière Ptoum. Donc c'est plus centré là-dessus, donc c'est pas mal, ça fait un peu avancer l'intrigue à ce niveau-là, parce que sur l'île, par contre, ça stagne. Hein. Comme je vous disais, je crois que c'était dans le tome 16, à la fin du tome 16 qui déclarait que ça, ils avaient plus que 24 heures pour en finir. Mais bizarrement, on dirait que depuis qu'il reste plus que 24 heures, c'est encore plus lent qu'avant. Donc par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est vraiment le changement d'attitude de c'est Shota, je dis depuis tout à l'heure, je dis Shota, mais c'est pas, j'ai un doute. Ouais, ça fait tellement longtemps. C'est Ryota, voilà. J'avais bien qu'il y avait un truc, c'est pas Shota, c'est Ryota, voilà. Sakamoto. Et ce petit changement d'attitude qu'il a eu depuis qu'il a accidentellement tué un de ses amis. Ce qui est intéressant, c'est que voilà,
son esprit complètement déconnecté. Il est vraiment dans l'idée, il est dans un jeu, il a complètement zappé que c'était le monde réel. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue sur les prochains tomes. Ça sent clairement à la fin, comme je le disais, puisque bon, vous voyez, comme les séries à la Battle Royale, on a droit au petit tableau là qui montre les joueurs et ceux qui sont toujours en vie. Donc on voit bon, il y en a 2 qu'on n'a pas encore découvert, mais disons que sur les autres, la plupart sont morts. Ils sont plus que 8 survivants, je crois, si je me souviens bien. Donc ça approche de la fin maintenant. On sait que nos amis japonais, quand ils veulent faire traîner, ils savent très bien le faire. Donc on est proche de la fin. Maintenant, ça va se terminer au tome 22 ou au tome 26. Ça reste à voir. En tout cas, voilà, ce tome-là, après le tome précédent, qui malheureusement n'avait pas fait beaucoup bouger les choses, qu'il y avait la moitié des chapitres qui changeaient un peu, qui redistribuaient les cartes dans les différents groupes de survivants, et l'autre moitié qui était sur le passé. C'était pas très palpitant. Là, on revient plus dans le vif du sujet, et c'est pas mal. Voilà, donc le tome 18 de Ptoum, vraiment sympa. Et puis bon, si vous êtes fan de jeux vidéo et puis que vous aimez bien les séries un peu à la Battle Royale, je vous le conseille, parce que bon, malgré quelques passages de fanservice, globalement ça reste vraiment très sympathique à lire. Alors là on arrive à 2 petites découvertes du mois. C'est vrai que j'aurais pu les mettre limite dans les nouveautés, mais bon, c'est pas vraiment des nouveautés, même si pour moi ça l'est. Tome 7 de Erased. Alors ça, je n'avais entendu parler depuis un moment de Erased, surtout quand le dessin animé est sorti, puisque le dessin animé a fait un peu phénomène. Et c'est vrai que bon, du coup la série, j'ai regardé un peu de loin, mais je ne lisais pas. Et quand j'ai vu que le tome 8 serait le dernier de la série, et qu'en France on était au tome 6, j'ai dit bah tiens, je vais m'y mettre. Donc j'ai aussi acheté le premier tome, et juste là, bah, le 7e tome est sorti. Donc en fait, j'ai eu du bol, c'est que je me suis dit les 7 tomes quasiment d'affilée. Moi, par contre, je vais être très frustré d'attendre le dernier tome, ça sera la fin. Donc voilà, pour vous expliquer un peu le principe, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Erased, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a le pouvoir, en fait, de remonter dans le temps, mais un petit peu en arrière, quand il y a un accident qui va avoir lieu. Enfin, il sent qu'il va se passer un truc, qu'il y a un problème, donc il fait ce qu'il appelle des sortes de rembobinage, et pour essayer de trouver qu'est-ce qui va se passer et l'empêcher. Et en fait, un jour, il se rend compte qu'il se passe un truc dans le présent qui lui fait se rappeler une série de meurtres qui avaient eu lieu dans son enfance, dans sa ville. Des meurtres d'enfants, notamment une fille de sa classe et un de ses copains qui se sont fait tuer. Ils avaient arrêté à l'époque un meurtrier, mais lui, il n'avait jamais cru que c'était lui. Et en fait, suite à l'événement qui se passe dans le présent, il se retrouve à faire un rembobinage, mais jusqu'à l'époque de son enfance. Donc du coup, il essaye de découvrir qui est l'assassin pour essayer d'empêcher les meurtres de ses amis. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ce côté un peu enquête policière, dans le passé et dans le présent. Dans le tome 6, non, à la fin du tome 5, on avait la révélation de qui était l'assassin. Donc ça, cet événement avait été un peu traité dans le tome 6, avec notamment tout un chapitre sur le passé de ce meurtrier qui était vraiment pas mal. Là, dans le tome 7, on revient dans le présent, un présent qui a été modifié suite aux actions dans le passé du héros. Donc là, le tome 7 remet un peu en place les éléments pour préparer l'après. Voilà, les 6 premiers tomes, un peu, c'était empêcher le passé, et maintenant, ça va être, je pense que voilà, sur le dernier tome, ça va vraiment être la conclusion, empêcher que ça se renouvelle, pas qu'il ait fait ça dans le passé pour rien, quoi, pas que la tragédie refrappe de nouveau le personnage et ses proches. Donc voilà, ce tome 7, c'est peut-être pas forcément le meilleur, c'est pas celui que j'ai pris le plus de plaisir à lire. Maintenant voilà, c'est vrai que vu ce qui s'était passé dans le tome 6, le tome 6 a vraiment tout chamboulé l'univers de Erased, donc il fallait bien au moins un tome complet pour remettre tout bien en place, pour placer vraiment les pions, pour préparer, je pense que le tome 8 va nous offrir un final explosif. Donc voilà, Erased, c'était une des découvertes du mois, et franchement j'ai adoré. Donc si vous aimez bien les thrillers, achetez-le, parce qu'en plus celui-là il est vraiment bien fichu. Même si j'avoue que, alors je sais pas si c'est parce que j'avais déjà entendu parler de l'auteur dans un autre article, mais j'avoue que quasiment dès le début j'ai deviné qui était l'assassin. Pourtant c'est pas de moi de découvrir ça. Dans ce genre de film ou de série, je suis plutôt du genre à me laisser entraîner dans le truc sans forcément réfléchir à qui ça peut bien être. Sauf que là quasiment dès le début je me dis je suis sûr que c'est lui, et ben ça a été lui. Donc courage, je suis sûr que ça va devenir un bon détective. Mais voilà, sinon, en dehors de ça, franchement, la série, très très bien. Ensuite, le tome 4 d'Innoate Gargoyle. Alors ça, c'est pas une série que j'ai commencé, mais je vous en parle que maintenant, parce que j'avais lu le tome 1 à l'époque où il était sorti, j'avais pas spécialement accroché. Donc j'ai mis un peu du temps à lire les tomes 2 et 3, je me suis motivé, parce que voilà, le tome 4 sortait, puis c'est une série en 5 tomes, donc je vais le lire. Donc Innoate Gargoyle, bah, c'est un autre spin-off de GTO, qui là se centre sur le personnage de Saejima, donc le flic véreux,
En fait, je suis en train de vous dire ça, mais je me demande si j'avais pas fait une chronique sur le tome 3, je me souviens même plus, ouais, pour vous dire comment cette série est anecdotique. Franchement, voilà, c'est encore voilà, un spin-off pour jouer sur le succès de GTO, et franchement, c'est pas terrible, quoi. Saejima, on le voyait dans quelques chapitres de la série d'origine, et ça avait vraiment créé un truc, un personnage, un mythe autour du perso qui était pas mal. Parce qu'en plus, moi, j'avais pas lu Young GTO, donc je connaissais pas le Saejima de quand ils étaient jeunes. Et là, Inoue Gargoyle, franchement, c'est mieux que GTR, parce que franchement, voilà, le spin-off sur Ryuji, qui était sorti un tome, était vraiment à chier, parce que Ryuji, c'est un personnage complètement lisse. Là, c'est vrai que Saejima, c'est un peu plus un Izuka extrême, quoi, donc ça veut dire, on va dire, c'est un peu plus sympa à lire. Puis là, voilà, il y a un petit fond d'enquête policière, là, dans ce tome-là, c'est la suite de ce qui avait été lancé dans le tome 3, avec l'enquête autour d'une drogue qui s'appelle la rose bleue, enfin la blue rose, je crois dire qu'il l'appelle dans le manga. Donc là, l'enquête avance, c'est pas mal. Il y a un rebondissement autour de cette fille. Si vous lisez le manga, je vais vous laisser découvrir ce que c'est. Mais voilà, l'enquête avance, mais bon, c'est tellement convenu. Il y a vraiment rien qui révolutionne l'univers de GTO, même qui révolue. Voilà, c'est vraiment du classique, on va dire vraiment qui fait le minimum pour attirer le truc. Le tome 5 va être le dernier. Bon, ça part sur une intrigue complètement différente. En tout cas, dans la preview, ça laisse augurer un truc qui n'a rien à voir. Donc, on va voir comment va se terminer la série. Mais franchement, voilà, c'était encore un spin-off pas terrible. Donc, franchement, Toru Fujisawa, il continue un peu à rester dans cette sorte de mauvaise passe. Donc peut-être, j'espère qu'un jour il va retrouver le feu sacré, parce que c'est vrai que GTO c'était vraiment bon, donc on sait qu'il peut faire des bons trucs comme GTO, ce serait bien qu'il change un peu, qu'il arrête de faire de la merde. Voilà, ça c'était dit. Ensuite, le tome 5 de Inuyashiki, donc ça, cette série, à chaque fois qu'il y a eu un tome, je dis que c'était génial, bah là ça change pas, le tome 5 était génial, je l'ai dévoré. On a la continuité de toute l'intrigue autour du garçon. Attends, je dis trop de mangas, ils ont tous des noms japonais, je me souviens plus. Hiro, voilà, c'était parce qu'il y avait le héros Inuyashiki qui avait été transformé en sorte d'alien robot bizarre. Et il y a eu un jeune garçon aussi qui l'avait eu, lui qui s'en servait pour faire le mal. Il avait décidé dans le tome 4 de changer, mais malheureusement, c'est pas parce que du jour au lendemain tu décides de devenir gentil que ça veut dire que tes mauvaises actions ne vont pas te hanter. Donc là, on est exactement là-dedans. Il y a une déchéance complète de ce personnage. C'est vrai que du coup ça l'humanise, que depuis tous les premiers tomes, à chaque fois qu'on le montrait, c'était vraiment le connard cynique, quoi. C'était le mec, voilà, j'ai fini l'école, j'erre au hasard, puis je rentre dans une maison et je bute tout le monde. Voilà. Donc c'était vraiment pas un personnage pour qui on avait de l'empathie. Le tome 4 avait commencé un peu à lui donner corps, à lui densifier. Et là, le tome 5 continue. C'est vrai que maintenant, on commence à s'attacher à lui. C'est vrai que petit à petit, on voit poindre une affrontement, confrontation inévitable avec le héros. Donc ça va être intéressant de suivre ça. En tout cas, voilà, ça continue à se tirer vraiment bien. Pour l'instant, ça reste toujours très bon. Il n'est pas encore parti dans des trips qui avaient un peu gâché Gantz sur les derniers tomes. Donc voilà, Inuyashiki, si vous l'avez toujours pas commencé à le lire, qu'est-ce que vous attendez les mecs? Voilà, autre série qu'à chaque fois que je vous en parle, je dis que c'est génial. Kazane, le tome 4. Alors celui-là, ce qui est vraiment bien, et que voilà, on pensait suite à la fin du tome 3 que ça y est, Kasane était dans la place en gros, quoi, que plus rien pourrait s'opposer à son succès. Et ben si, là dans ce tome 4, l'auteur va sortir un personnage de son passé qui pour l'instant, ça commence à se mettre en place, donc il n'y a pas encore trop de répercussions, mais ça promet vraiment des bonnes choses pour la suite. Donc un tome 4 qui continue vraiment la bonne course de la série, de l'histoire. C'est toujours vraiment aussi bon. Et en plus, voilà, ça permet ce tome-là commence à creuser le passé de la mère de Kasane, qui jusqu'ici, pour l'instant, c'est un peu un point d'interrogation pour nous. Donc c'est vraiment pas mal, là, ça creuse l'histoire, ça rajoute un peu de l'attention, et c'est vraiment toujours aussi bon. Donc là aussi, je vous le conseille, un seinen vraiment sympa, en plus sur le monde du théâtre, mais on est loin du classique de classe no kamen. C'est pas le truc de oh mon dieu, je suis une pauvre petite fille qui essaie de percer dans le monde du théâtre. Là, c'est quand même beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus adulte. Et franchement, voilà, Kasane, je vous le conseille également. La deuxième série nouveauté sans être une nouveauté, et que je vous en parlais pour Assassin's Classroom, pour moi cette série va vraiment faire parler d'elle, c'est My Hero Academia. Alors ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler, il y avait eu l'éditeur Kiun avait vachement communiqué sur la série quand ils en ont eu les droits, mais j'ai pas voulu me lancer au début, parce qu'ils allaient encore un shonen, ça va encore être un truc avec un gamin anecdotique, qui commence en bas et qui va monter les échelons pour devenir le plus grand des héros, voilà, un peu à la Naruto, ce genre de truc, donc j'ai pas voulu m'y mettre au début.
Puis finalement, j'ai des gens autour de moi, que ce soit Philippe Cardona, donc l'auteur, dessinateur de Noob, ou Julien Guellerin, donc, qui fait Omega Zell, les deux le lisent, les deux m'ont dit que c'était vraiment très très bon. Il y a eu des très bons avis sur l'animé, donc du coup, j'ai dit bon, bah allez, je vais me laisser tenter. Voilà, le mois de juillet, il est plutôt calme. Donc je me suis pris les 4 tomes, et franchement, j'ai bien accroché, quoi. Effectivement, le héros au début, comme je vous disais, c'est vraiment le cliché du héros de manga shonen typique, mais il évolue quand même assez rapidement. Il sort un peu de ce carcan du héros pleurnichard qui fait rien. On voit qu'il utilise, voilà, il a peut-être pas les pouvoirs de ses copains, mais du coup il utilise ses moyens lui, notamment sa tête et sa connaissance des super-héros. Donc ça c'est pas mal. Et en plus, même si on retrouve un peu les poncifs du shonen, c'est vraiment bien fichu. Voilà, dans le tome 3, ils avaient lancé une sorte de tournoi interne à l'école où il se trouve. Et donc là, le tome 4 continue là-dessus, et c'est pas mal, parce que là, chaque épreuve vraiment change bien. Ça permet de mettre en exergue différents personnages. C'est vrai qu'aussi les séries comme ça, qui se présentent des classes qui souvent gênant, c'est que voilà, ils mettent en place tous les personnages de la classe, ces classes il ne peut pas être que 5, mais souvent ils en développent que 3-4 et les autres restent un peu dans le fond, quoi. Ils n'ont pas trop l'occasion de briller. Là, ce qui est pas mal, c'est que notamment déjà il y avait eu l'arc où ils affrontent des super vilains, où du coup le héros avait fait équipe avec des personnages avec qui il traîne pas habituellement. Bah là, avec cette histoire de course d'obstacles, pareil, il sera en fin de course d'obstacles. Là, après, dans ce tome-là, il y a une course de cavalier. Tout ça, ça oblige à faire équipe avec d'autres membres de leur classe ou même d'autres classes. Et après, bah là, on arrive maintenant dans un tournoi en affrontement un par un plus classique shonen, quoi. Et ça aussi, ça permet du coup de mettre en avant d'autres personnages. Donc franchement, c'est bien fait. Le mélange manga comique, c'est vraiment bien fichu. Ça aurait pu être casse-gueule, mais là, l'auteur se débrouille vraiment super bien. Donc j'ai bien accroché à My Hero Academia. Les 4 tomes se lisent vraiment avec plaisir. Il n'y a pas vraiment de moment où on sent des longueurs. Donc franchement, My Hero Academia, j'aime beaucoup. Voilà, c'était une autre bonne surprise du mois. Et à côté de ça, on a l'avant-dernier tome de Naruto qui continue la purge horrible. Au moins dans ce tome-là, on a la fin du combat contre Kaguya, voilà, ce boss de fin improbable qu'on dirait tout droit sorti des jeux vidéo genre RPG. Parce que voilà, c'est vraiment ce personnage, c'est un peu comme dans FF9, quoi. Si vous avez fait Final Fantasy 9, vous avez le méchant Kuja pendant tout le jeu. Il y a l'affrontement final avec lui, et une fois qu'on l'a battu, il y a un monstre improbable qui sort, je me souviens même plus de son nom, il sort de nulle part, il a aucun lien avec l'histoire, il fait ouais mais non, mais en fait c'était pas Kuja, le boss de fin c'était lui. Bah là c'est un peu pareil, même si là l'auteur trouve une justification pour t'expliquer que depuis le début c'était prévu, hein, que le Black Zetsu il avait tout prévu depuis le début pour en arriver là, et le mec il est trop fort, il a réussi à prévoir au niveau d'une planète entière comment allait réagir tout le monde pour arriver là. Pourquoi pas. Et là c'était pareil, c'est que pour tout le manga on a Madara Uchiwa, c'est le big boss et tout, puis quand il l'affronte, et ben d'un seul coup il se transforme en Kaguya, dire bah non en fait c'est elle le boss de fin. Voilà, c'est nul. C'était nul, le combat en lui-même n'était pas intéressant pour dessous. En plus dans ce tome-là, l'auteur a complètement arrivé au bout de la destruction de la mythologie de sa série, ce qui est quand même à la base Naruto. Le point de départ, c'était le mec, Naruto, qui est délaissé par tout le monde, qui fait pas partie d'une grande lignée, qui est nul en classe, qui maîtrise pas du tout le ninjutsu, donc qui est à la base un zéro, et qui, à force de son travail, de son application, arrive au niveau des meilleurs. C'est ça, quand on a le premier tournoi qui se bat contre Neji je dis ouais mais moi je suis un génie, je suis parti d'une famille, d'une grande famille, toi t'es qu'une merde. C'était ça le départ. Mais là maintenant, arrivé à la fin du manga, déjà bon, il avait le démon renard, mais bon allez, on va dire que c'était une malédiction, et ça le rend puissant, mais c'est pas de son fait. Mais on te dit qu'il est le fils du 4e Hokage, qui est censé être un des mecs les plus puissants de l'histoire des ninjas. Sa mère a partie aussi d'un plan ancestral qui depuis toujours était les réceptacles du Kyuubi, donc ça ne lui est même pas tombé dessus par hasard, en fait c'était comme ça, c'était depuis toujours. Et en plus maintenant on dit que c'est la réincarnation d'un des 2 fils du Rikudo Sennin, qui est le mec qui a inventé le ninjutsu, et qui est à l'origine des 9 monstres, des bijoux, quoi. Donc en fait voilà, c'était pas du tout un mec lambda qui à force des efforts est devenu bon, non en fait c'est depuis le début c'était dans ses gènes, quoi. Donc c'est bien Kishimoto, t'as complètement flingué la mythologie et l'attrait entre guillemets du personnage.
Donc c'est bien. Donc franchement, heureusement que le 72 c'est le dernier. Il était grand temps. Le 72 de ce que j'avais lu dans les scans, mais il est déjà un peu mieux. Parce que ça revient plus sur un truc, des confrontations logiques dans le truc du manga. Et puis on sort de ce combat débile à rallonge avec des pouvoirs que j'en peux plus. Oh, c'était des ninjas à la base, quoi. Les mecs là maintenant, c'est Dragon Ball Z puissance 1000, quoi. Donc Naruto, il est grand temps que ça se termine. En plus, Kana, ils font clairement chier parce que là qu'on approche de la fin, ils rallongent les délais de publication comme c'est pas permis. La série, elle est finie depuis 1000 ans au Japon, mais c'est pas grave, on continue de faire traîner, traîner. Est-ce que tu comprends? C'est Naruto, c'est la vache à lait, donc quand on l'aura plus, on n'aura plus rien. Donc au lieu de, avant, les sortait tous les 2 mois, bah là, le tome 71, il est sorti donc en juillet. Le tome 72, il sort en décembre, on a du bol, hein. Donc voilà, Naruto, était grand temps que ça se termine. Alors qu'à côté, ben voilà, à côté de ça, alors que Naruto et Bleach c'est nul, ben One Piece ça reste toujours aussi bon. Euh, donc là avec le tome 79, oui, 79 ça commence à faire beaucoup, on arrive à la fin de l'arc de Dressrosa. Donc c'est vrai que même si c'était bon, le combat contre Don Flamingo c'est quelque chose d'attendu, il y a une bonne baston, c'est vrai que malgré tout, Oda, il est un peu tombé dans le travers de faire des grandes sagas qui durent sur un an, voire plusieurs. Donc c'est vrai qu'au final, Dressrosa, même si l'arc était quand même pas mal, c'était long, c'était très long. Donc là aussi, ça fait plaisir que ça se finisse et qu'on parte un peu sur autre chose. Donc voilà, là, on a la fin du combat, on a les prémices de ce qui va suivre. Ça annonce du bon, et en plus, voilà, en ayant lu les scans, c'est du bon ce qui se passe après. Donc voilà, franchement, si vous n'avez toujours pas commencé à lire One Piece, et si vous êtes fan de shonen, franchement, lisez-le, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs shonen disponibles à l'heure actuelle. Donc franchement, moi au tout début que j'ai commencé à lire One Piece, c'est vrai qu'au début j'avais pas pensé m'y mettre, que j'aimais pas du tout le style de dessin de Oda. Je me suis motivé à le lire parce que tout le monde dit que c'était bien, et franchement je regrette pas parce que c'est vraiment une super série One Piece. Voilà, ensuite une série où j'étais très à la bourre, et donc là j'ai pu me mettre à jour, genre, juste à temps pour cette dernière émission, c'est Steel Ball Run, le tome 22, donc là aussi ça se sent clairement la fin, hein, la série se termine le tome 24. Alors Steel Ball Run pour moi globalement c'était une déception, parce qu'au début je m'y étais mis, j'avais acheté Jojo Bizarre Adventure à l'époque, ça sortait chez J'ai lu, j'avais bien aimé les 2 premières saisons, la saison 3 tout le monde disait qu'elle était géniale, bah, j'ai pas de temps accroché que ça, je trouve que c'était long, enfin, voilà, on enchaînait les combats de stand sans faire vraiment avancer l'histoire. Et la saison 4 m'a complètement perdu parce que j'avais pas d'histoire, il n'y avait pas d'intérêt. Donc c'est vrai que j'ai arrêté à la saison 4 de Jojo. Et c'est vrai que Steel Ball Run, je m'y étais mis parce que je disais c'est pas du Jojo, voilà, c'est l'auteur, parce que j'aime bien son style de dessin, c'est l'auteur, mais c'est pas Jojo. Et en plus, c'était une histoire de course de chevaux. Ça pourrait être pas mal, je disais pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la série, bah, c'est devenu du Jojo, et c'est tombé dans ce que j'aimais pas dans la saison 3, c'est-à-dire un enchaînement de combats avec des mecs avec des stands. Donc bon là, l'histoire de fond était pas mal, avec cette histoire de recherche du cadavre, probablement du Christ ou d'un saint quelconque, et qu'en fait c'était ça qui était derrière la réalisation de cette course du Steel Ball Run. Donc ça c'était pas mal, donc c'est vrai que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à rester accroché jusqu'au bout. Mais là voilà, le tome 22 est entièrement dédié au combat final contre le président. Il reste encore 2 tomes derrière, donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Est-ce qu'ils vont nous faire un rebondissement, que le combat va encore durer 2 tomes? Je ne sais pas. Mais bon voilà, là c'est vrai que même si c'est vrai que ça avance, ils développent un peu le passé du président, donc c'est vrai que ça donne du corps un peu aux méchants, c'est pas juste un méchant à la Dio dans Jojo, par exemple saison 3. Mais disons que voilà, il est temps que ça se termine, parce que c'est vrai que voilà, l'enchaînement de combats de stand, voilà, c'est pas ça qui m'intéressait dans la série, je l'ai pas lu pour ça la série, donc c'est ça qui est un peu dommage. Moi j'aimais bien le principe de la course au début, il y avait quelques rebondissements sympas, et puis voilà, il y avait un peu des références à Jojo, voilà, le héros Jairo Zepli, il utilise le fluide comme les Zepli dans la première saison de Jojo. Effectivement, après il y a un ou deux personnages avec des stands au début, mais après ils se sont retrouvés à en avoir tous, et je vous dis ça a viré au Jojo, donc c'est un peu dommage. Moi franchement Steel Ball Run j'aimais bien au début, mais plus ça avançait, moins j'ai aimé. Ensuite, voilà aussi ça continue pas mal, c'est le Tokyo Ghoul Re, le tome 4. Donc là, on plonge clairement dans le retour d'anciens persos, puisque là, le tome est entièrement centré sur la famille de Shu, le gourmet, qui était un personnage important de la première série. Donc ça, c'était pas mal, c'est pas mal de comme je vous disais déjà avant des autres tomes, j'aime bien ce côté, on redécouvre les personnages, mais sous une autre angle. Là, ils sont montrés du point de vue un peu des méchants, entre guillemets, puisque là, les héros sont des jougs d'un colombe. Donc forcément,
Je sais que ce bruit. Les ghouls, c'est un peu présenté comme des méchants. Donc c'est vraiment pas mal. Ce tome-là, j'ai bien aimé. Ça rebondit bien suite après la grosse bataille finale du tome 3 avec les madames. Là, ça repart bien sur un autre truc. En plus, là, on va être vraiment touché, entre guillemets, personnellement, parce que c'est un personnage qu'on a appris à aimer dans la première série, donc qui est mis en avant. Donc, franchement, voilà, tome 4, j'ai bien aimé. Ça rebat bien les cartes avant un nouvel affrontement entre donc les colombes et puis les anciens amis du héros. Donc, franchement, pas mal. Ça continue bien, Tokyo Ghoul. Et pour finir avec les mangas, un petit truc atypique, c'est un mini artbook, vous voyez, il est tout petit, il fait la taille d'un tome normal, hein, voyez, c'est pas les gros pavés qu'on peut voir habituellement, donc du coup même en termes de prix c'est pas excessif, et donc si vous aimez bien Tokyo Ghoul, c'est pas mal, en fait ça reprend toutes les illustrations de couleurs qui a été faites autour de la série, en plus avec chaque fois des petits mots de l'auteur qui expliquent un peu le contexte, comment il a dessiné ça, tout ça. Donc voilà, franchement Tokyo Ghoul Zaki ça s'appelle. Il y a plus de 200 illustrations, donc franchement c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien son style de dessin, il fait des belles illustrations, donc franchement voilà, un petit artbook en plus c'est pas cher pour une fois, donc c'est pas mal. Que je vous conseille. Donc voilà, ça c'était les sorties manga, et maintenant on finit avec les sorties comics. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu'en fin de compte, comme le mois dernier, il y avait eu les sorties Marvel qui étaient sorties en fin du mois de juin, et bien du coup là il n'y en a pas pour ce mois-ci, donc du coup là il n'y a que 4 comics ce mois-ci. Alors, on a le tome 8 d'abord de American Vampire, donc qui conclut le deuxième arc de la série. Et franchement, bah voilà, American Vampire, j'ai bien aimé le principe là, de ces vampires un peu différents. Voilà, la race du vampire américain qui lui peut marcher au soleil sans problème et au lieu d'être sensible au crucifix et à l'ail, lui est sensible à l'or. C'était pas mal trouvé. Puis ce côté personnage de vampire dans les grands événements de l'histoire, il y avait la Seconde Guerre mondiale, les débuts d'Hollywood, ce genre de choses, c'était pas mal. Là, on le retrouve un petit peu, avec la conquête spatiale, tout ça. Mais donc, pour le deuxième arc, qu'ils appelaient second cycle, j'ai pas trop aimé parce que c'est vraiment parti dans le trip. Il y a un vampire suprême qui peut tous nous dominer et qui là lance l'assaut pour conquérir la Terre. Donc ça part un peu de l'idée qu'il y avait à l'origine. Donc j'ai pas trop aimé. Il développe un peu la mythologie autour des vampires et des enfants des fils de Vénus. Ouais, je me souviens plus. Oui, c'est ça, les fils de Vénus, je crois, qui est le groupe en fait d'humains qui luttent contre les vampires. Ils rendent un peu dans leur mythologie, expliquent comment ils ont été créés, ce genre de choses. Mais franchement, voilà, ce deuxième cycle, moi j'ai pas accroché du tout. Là, le tome 8 le termine. Le troisième cycle n'a pas encore commencé aux États-Unis, mais je pense qu'avant d'acheter la suite, je vais voir un peu comment ça évolue et surtout voir si déjà le troisième cycle c'est le dernier et si oui, en combien de tomes. Parce que c'est vrai que franchement, voilà, ce deuxième cycle il m'a perdu. Moi, j'avais bien aimé comment ça passait le premier cycle. Là, le deuxième, même si la fin du cycle nous offre un petit rebondissement intéressant, j'ai pas franchement accroché à la tournure que prend la série, donc c'est dommage. C'était un truc original, mais là, ils m'ont un peu trop perdu pour ce tome 8. Ensuite, on a Injustice, donc le sixième tome, qui est donc la deuxième partie, conclusion de la troisième année, qui voyait les héros affronter, enfin le régime de Superman plutôt affronter les personnages issus de la magie. Et au final, l'année 3 restera pour l'instant la plus mauvaise année d'Injustice, puisque bon, au final, le truc de la magie, en fait, ça a juste rajouté des personnages dans le mix, pour voilà, en dézinguer quelques-uns par-ci par-là, ou dans le camp de Superman, ou dans le camp de Batman. Mais au final, ça n'a pas du tout fait avancer l'intrigue. Alors après, maintenant, on va voir, l'année 4 sera tracée autour des dieux grecs, donc on va voir comment ils vont rentrer là-dedans, là, ça peut supposer là. Et c'est vrai que voilà, tout le truc de la magie, en fin de compte, on se rend compte à la fin que c'était juste une grosse imagination de Constantine pour un peu s'extraire de tout ça. Donc on va dire, voilà, au final, ça servait à juste sortir un personnage mineur de l'intrigue. Donc bon, 2 tomes pour ça, c'est un peu dommage. Bon, faut dire ça comme le jeu commence 5 ans après la prise de pouvoir de Superman, il fallait bien trouver de quoi remplir 5 années. Hein. La saison 1, c'était les prémices, la saison 2, c'était les Green Lantern, voilà, la saison 3, c'est la magie, les 4, c'était les dieux grecs, et la 5 sera les vilains. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, l'année 3, j'ai pas trop accroché. Les dieux grecs, j'avoue que je le sens mal. Bon, j'ai l'espoir que la saison 5 elle sera très bonne, donc je continue. Peut-être que je serai bien surpris par la saison 4, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour la fin de cette année 3, c'était franchement pas terrible, là, ce tome-là. Pas terrible non plus, là, pour l'instant, c'était pas trop terrible, hein, le bilan comics du mois. Ça devient un petit peu mieux pour les 2 derniers tomes. Donc là, on a le tome 2 de Superman Terre 1. Donc ça, l'univers Terre 1, c'était un peu l'équivalent Ultimate de chez DC. Mais sauf que eux, ils ont fait le parti pris de sortir en fait des graphic novels, c'est-à-dire des sagas intégrales en un tome.
plutôt que de sortir des séries régulières. Donc en France, ils avaient sorti les deux premiers tomes de Superman Terre 1 dans le premier numéro. Donc ça, c'est le deuxième tome français qui prend la troisième et dernière partie de l'histoire. C'est la conclusion de cette réinvention de Superman dans cet univers alternatif. Et là, c'est pas mal. Donc là, dans le premier tome, à la fin de la deuxième partie, ils introduisaient la version Terre 1 de Lex Luthor avec sa femme. Et c'était pas mal. Donc là, c'est eux qui sont creusés dans ce dernier tome et on voit apparaître le méchant emblématique de Superman aussi, qui est donc Zod. Donc c'est vrai que ce dernier tome permet bien de boucler la boucle. Je vais pas vous expliquer comment pour pas vous spoiler. Mais donc c'est vrai que ce tome-là, il est un petit peu dans on va dire, dans la mouvance de ce qu'on a pu voir dans les films. Moi j'ai bien aimé, en plus le traitement de Lex Luthor et de sa femme dans cette version-là est vraiment pas mal, c'est original, ça change de ce qu'on voit habituellement. Donc franchement, voilà, on publie ça en 2 tomes, donc moi je vous le conseille. Pour l'instant, moi les séries Terre 1, j'ai pas été déçu, que ce soit Batman ou Superman, c'était vraiment bien sympa. Donc la Superman ça finit en 2 tomes, Batman ça sera en 3, il n'y en a que 2 pour l'instant. Je vous avais chroniqué le tome 2 il y a pas très longtemps dans l'émission. Donc voilà, franchement je vous conseille Superman Terre 1, c'est un bon univers alternatif, j'ai bien aimé. Et pour finir, un gros pavé, voilà, c'est Sweet Tooth de Jeff Lemire. Donc Jeff Lemire, nous, Lemire, on l'a connu un peu là dernièrement avec les New 52 chez DC, parce que c'est lui qui s'est occupé de Animal Man, de Green Arrow, ce genre de choses. Donc Sweet Tooth, ça c'est une série un peu plus ancienne qu'il avait fait, donc il était dessinateur et auteur. En fait, ça se passe dans un monde post-apocalyptique où il y a une maladie qui a éradiqué les 3 quarts de l'humanité. Et à l'issue de cette maladie, il y a commencé à avoir des naissances, voilà, de ce qu'on peut voir là, c'est des enfants hybrides, hybrides humains-animaux. Alors on ne sait pas pourquoi ni comment ils apparaissent. Et en fait, donc le héros qu'on voit ici, qui est Gus, qui est un enfant reine, en fait, au début de l'histoire, il vit dans la forêt avec son père, qui lui dit qu'il faut surtout pas qu'il s'approche du monde extérieur parce que c'est dangereux. Sauf que son père il meurt, et donc il se retrouve un peu livré à lui-même et il rencontre un homme solitaire qui s'appelle Shepherd qui dit qu'il va le protéger, donc il décide de partir avec lui. Donc en fait, Sweet Tooth, c'est un peu la quête. La quête donc de Gus qui veut essayer de comprendre si ses origines, parce qu'il sait pas, du coup on sait pas d'où il vient, il vit juste avec son père, est-ce qu'il avait une mère ou pas, pourquoi son père voulait surtout pas qu'il parte, parce que certes le monde il est dangereux pour les hybrides, mais bon de là à dire faut qu'il rentre en contact avec personne, c'est un peu extrême. Là le tome 2 rentre beaucoup plus en profondeur dans la mythologie de la série, ça commence à pointer vers une conclusion qui sera dans le tome 3, parce que là c'est ça qui est bien, c'est que Urban a sorti la série en 3 gros pavés, donc ça évite de faire trop durer. En plus de t'en manger des gros blocs, c'est pas mal, ça permet vraiment d'avancer vite. Donc là, ce tome-là, donc il est divisé un peu en 2 parties. La première partie conclut l'histoire qui avait été introduite dans le tome 1 avec une espèce de camp d'expérimentation sur les enfants hybrides. Et le tome 2 lance le héros dans une quête qui devrait l'amener sur le lieu de sa naissance. Donc c'est vraiment pas mal, en plus voilà, ça fait ce côté de traiter des personnages dans un monde un peu post-apocalyptique, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, vraiment Sweet Tooth, c'était une série que j'avais entendu parler il y a très longtemps, j'avais hâte que ça sorte, du coup j'étais très content quand Urban l'a sorti, et effectivement c'est une lecture vraiment très sympa, et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sortira en décembre, donc on terminera la série pour la fin de l'année. Voilà, donc ça c'était le tour des sorties du mois, donc maintenant on va passer au focus, mais un focus un petit peu particulier pour ce dernier numéro de la série. Et voilà, donc maintenant nous passons au focus, et donc comme je vous dis, ça va être un focus un peu particulier, parce qu'en fait en faisant le tri de mes vidéos, pour un préparatif des conclusions, la conclusion de cette deuxième saison de la chaîne, moi je voulais calculer que la chaîne se termine aux alentours de la 100e émission, et en fait je me suis rendu compte que je m'étais gouré dans mes comptes, et que j'avais une émission en trop. Donc autant les qu'est-ce qu'on regarde ce soir, je pouvais pas trop faire grand chose, mais en regardant j'ai vu qu'il y avait un seul qu'est-ce qu'on lit ce soir que j'avais fait mais dans l'ancienne version. C'était à l'époque où je faisais une petite chronique sur un manga ou un comics en particulier, comme pour les films. Et donc j'avais cette chronique, et en plus ça tombait bien, c'est que c'était une chronique sur une série complète qui est Devilman. Donc du coup je me suis dit tant qu'à faire, au lieu de le mettre tout seul, je vais le mettre en focus. En plus ça tombe bien parce que le mois de juillet il n'y avait pas vraiment de focus, il y avait des séries un peu comme Erased que j'aimais bien, mais la série n'est pas finie, donc ça aurait été ça aurait un peu été à l'encontre du principe des focus d'en parler maintenant. J'avais pas vraiment de nouvelles séries, donc je dis tiens voilà, on va faire le focus sur Devilman. En plus comme c'est la dernière émission de qu'est-ce qu'on lit ce soir,
Ça tombe très bien, c'est besoin de le caser. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est l'ancienne présentation, mais du coup je vais vous le mettre tel quel. Donc je vous laisse avec donc cette dernier focus, dernière émission, qu'est-ce qu'on lit ce soir. J'espère que vous aurez quand même pris plaisir à suivre cette émission pendant sa courte durée de vie. Donc voilà, comme je vous dis, c'est la dernière, il n'y en aura plus. Ce qui est certain, c'est que déjà, c'est pas sûr, il y a même très forte chance que la chaîne ne survive pas à sa deuxième année, mais ça j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais là, ce qui est sûr, c'est que s'il doit y avoir une troisième année, il n'y aura pas de qu'est-ce qu'on lit ce soir, parce que les versions individuelles, ça n'a pas marché, la version compacte, ça n'a pas marché non plus, donc ça sert à rien de continuer à essayer de placer une émission qui visiblement ne vous convient pas. Donc voilà, cette dernière émission, je vous laisse avec le focus sur Devilman, et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi qu'est-ce qu'on lit ce soir jusqu'à maintenant. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Et ce soir, on va lire Devilman de Go Nagai. Alors ça, attention, Devilman, c'est un monstre sacré, c'est un manga culte qui tout fan de manga se doit d'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que Devilman? Donc Devilman, c'est l'histoire d'Akira Fudo, un lycéen plutôt timide et réservé, qui d'un coup va se retrouver embarqué dans une guerre millénaire avec les démons. Parce que son ami Ryo Asuka lui apprend qu'il y a des milliers d'années, même des millions d'années, les démons dominaient le monde, dominaient la Terre, et ils ont été plongés suite à la réserve glaciaire dans un sommeil éternel dans les glaces. Et là, ils sont sur le point de se réveiller et d'envahir la Terre. Et donc le seul moyen de s'y opposer, en fait, ils apprennent que les démons ils ont un pouvoir de fusion, et le seul moyen de pouvoir lutter contre eux, c'est qu'un être humain fusionne avec un démon et s'empare de ses pouvoirs pour pouvoir lutter contre eux. Et donc forcément, celui qui se retrouve à fusionner avec un démon, c'est Akira. Donc on va suivre son histoire, et donc après avoir fusionné avec un démon qui s'appelle le démon Amon, il arrive à prendre le dessus sur lui, et il devient donc Devilman, l'homme démon qui va se lutter pour sauvegarder l'humanité contre les démons. Alors voilà, Devilman, alors attention, ça a très très mal vieilli, hein, surtout déjà le style de Go Nagai, il est déjà très old school, vous avez pu le voir en voyant déjà la jaquette, on le voit, et même quand je vous avais parlé de la Divine Comedy, ça a très mal vieilli, mais le propos lui est curieusement très d'actualité, puisque justement avec cette histoire des démons, derrière il y a tout un questionnement sur l'humanité et en fait en quoi finalement on peut très facilement devenir des démons nous aussi sans forcément passer par un élément fantastique. Alors en plus là Go Nagai il va pas avec le dos de la cuillère, hein, c'est violent. Le dessin animé qui avait été adapté à l'époque au Japon dans les années 60 lui avait été très édulcoré. Devilman ça ressemble un peu à un Ultraman un peu différent. Mais alors le manga là c'est gore, mais alors là bon là je vous ai pris, c'est pas l'exemple pire, mais bon voilà, première apparition de Devilman, il tombe sur des démons, voilà, il arrache la tête, ça gicle dans le sang, voilà, c'est vraiment pas dans la dentelle. En plus là c'est sans concession, hein, lui Go Nagai là il hésite pas à sortir des sentiers battus, c'est un peu le précurseur de beaucoup de séries. Qu'on peut voir maintenant, qu'on appelle des seinen, qui sont des seinen qui n'hésitent pas à tuer des personnages, à tirer l'arigot dans la transe souffrant. Alors là-dedans, que ce soit un homme, une femme, un enfant, n'importe qui, pas de problème. Hein. Lui, si dans le scénario c'est prévu, il meurt. En plus, les démons, c'est des démons, quoi, donc ils font pas de sentiments. Donc là, par rapport à ça, effectivement, on a droit à quelques surprises. En plus, ce qui est pas trop mal, c'est voilà, bon, le premier tome, c'est entièrement la mise en place de l'univers, puisque c'est que à la fin du premier tome que enfin Akira fusionne avec Amon pour devenir Devilman. Après le tome 2, effectivement, c'est là qu'on commence à voir donc Devilman qui affronte des démons. On aurait pu penser que ça tomberait là-dedans. Le tome 3 de cette édition apporte un plus pas mal, parce qu'effectivement Devilman était déjà sorti il y a plus de dizaine d'années, si c'est pas quinzaine d'années, chez l'éditeur Dynamique, en 5 tomes, c'est des tomes plus petits, et en fait dans cette réédition ça rajoute non seulement des pages en couleur qui n'étaient pas avant, donc là on voit au tout début, souvent au début des tomes, voilà, ça rajoutait quelques pages en couleur qui ont été faites dans les rééditions qui n'étaient pas, et ça rajoute aussi certains pans de l'histoire. Alors ça peut être un peu déstabilisant, puisque moi j'avais donc les versions dynamiques, c'est vrai que j'ai voulu comparer un peu pour les pages qu'il y avait en plus, et j'ai vu qu'aussi il manquait des pages.
Et en fait, apparemment, c'est que Gonagai a fait plusieurs versions de Devilman, qu'il a un peu changé au fil du temps. Il a rajouté des histoires, il a enlevé des petits passages, il a remonté d'autres, notamment dans le tome 4. Hein. C'est le tome 4, mais il y a un combat contre un démon où la chute a été complètement changée dans cette version-là par rapport à la version dynamique. Donc même si vous aviez la version dynamique, ça peut être pas mal parce que voilà, ça rajoute des éléments et notamment dans le tome 3, ça rajoute un élément qui moi à l'époque quand j'avais lu un article dans le Animeland hors série sur Gonagai qui m'avait donné envie de lire Devilman, c'est qu'il y a tout un passage qui donc est dans le tome 3 de l'édition de Black Box où les personnages en fait remontent le temps et essayent d'empêcher les démons de modifier l'histoire. Et donc du coup ils vont rencontrer des personnages historiques comme Jeanne d'Arc, John Custer, Adolf Hitler et certains autres, et c'est un peu sympathique. Bon, même si après coup cette séquence-là risque un peu de cacher une surprise qu'il y a vers la fin de la série concernant un personnage, mais je vous dirai pas plus. Mais en dehors de ça, voilà, c'était un petit peu sympa et ça permet que l'édition apporte quelque chose. Donc là aussi, c'est une édition en 5 tomes. Je vais vous montrer, voilà, il y a beaucoup. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les 4 autres tomes. Et donc, comme je vous disais, en fait, chaque tome apporte un petit différence qui fait qu'on s'ennuie pas. C'est vrai que c'est court, et en plus, chaque tome est différent, et notamment à partir de la moitié du tome 4, il y a un changement scénaristique, un retournement scénaristique, rebondissement, utilisons le bon terme, un rebondissement scénaristique qui fait partir la série dans une direction complètement différente du début, et qui nous amène en fait vers un final qu'en fait on aurait dû dès le début se douter que ça pouvait pas finir autrement. Et c'est vrai que ça tombe complètement dans... C'est très jusqu'au boutiste comme manga, on va dire, sans concession, et c'est vrai que le constat est un peu amer, c'est vrai que finalement, il est même très d'actualité, hein, le constat que finalement, les humains resteront les humains, et on pourra faire ce qu'on veut. En fait, le pire ennemi de l'homme, ça peut pas être un démon ou quoi que ce soit, c'est l'homme lui-même, et ça c'est... une réflexion qui était pas mal, sachant que le manga est quand même très vieux, hein, il doit dater des années 60, si c'est pas d'autre, est-ce que ça écrit 72, il est écrit là derrière 72, donc est-ce que c'est la réédition qui date de 72, parce que c'est le manga original qui date de cette date-là, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça date de plus de 40 ans, et finalement le texte sous-jacent est encore d'actualité, c'est un peu grave on va dire. Mais voilà, donc c'est vrai que Devilman, ça se mérite d'être lu. Bon voilà, comme je le disais, c'est vrai que le graphisme a vieilli, même le storytelling en lui-même est un peu vieux. Il y a un personnage féminin qui se veut mettre un personnage fort un peu au début, en comparaison du Akira Fudo du début qui est plus réservé. Au final, au fur et à mesure, ça devient la jeune fille en détresse à sauver, classique. Il y a des fois des personnages qui ont des réactions, puis ouais, mais bon voilà, on va dire que c'était l'époque. Mais malgré tout, ouais, comme je vous disais en introduction, si vous êtes fan de manga, Devilman, ça fait partie de ces titres cultes qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie, parce que voilà, on peut pas dire qu'on est fan de manga si on n'a pas lu Devilman, voilà. Donc voilà, pour conclure, Devilman, l'édition, voilà, bon, je vais pas parler de l'édition, mais alors l'édition de la Black Box est vraiment très très bien, encore c'est du travail très propre, les pages couleurs sont magnifiques, donc voilà, du très très bon boulot de la part de Black Box. Donc je vous reconseille cette édition. Donc après, pour l'ensemble édition manga, voilà, je mettrais 7,5. Comme je dis, c'est un peu vieilli. Mais voilà, ça fait que 5 tomes, donc c'est bien, ça traîne pas trop en longueur, ça va à l'essentiel. Et puis bon voilà, comme je disais, c'est culte, donc il faut le lire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Devilman, la série de Gonagai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo ou sur mes pages Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir.